Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Les possibilités de l'intelligence artificielle en éducation sont multiples et enthousiasmantes. Et je pense que c'est ce qui nous réunit à cette conférence. Mais je pense que si vous êtes dans cette salle, c'est que nous partageons une conviction supplémentaire. C'est que si les enseignants ne peuvent pas ou ne veulent pas se saisir de ces opportunités, ces promesses ne seront pas tenues. Ils sont de fait au cœur de la transformation du système. Et l'OCDE ajoute d'ailleurs que transformer les pratiques enseignantes est une réelle difficulté. Et c'est pour ça que dans le think tank avec lequel je collabore, nous avons décidé de nous préoccuper spécifiquement de cette question. Comment mettre l'intelligence artificielle au service des enseignants? Nous avons choisi de nous spécialiser sur un aspect, un angle encore plus précis, qui est celui du développement de l'inclusion et du développement des capacités de chaque élève. Car nous avons tous été et nous sommes encore des élèves à besoins spécifiques avec nos besoins spécifiques. Et c'est donc en commençant par s'intéresser aux élèves à besoins spécifiques qu'on peut ensuite élargir pour être sûr que l'intelligence artificielle puisse aider tous les élèves. Et donc c'est cet objectif de personnalisation que l'intelligence artificielle en éducation peut aider à atteindre. Alors brièvement, je l'ai donc indiqué, nous sommes un think tank et nous nous intéressons au développement des compétences de chacun dans un monde qui change, comme vous le savez. Je vais passer brièvement sur les opportunités que représente l'intelligence artificielle en éducation pour les enseignants, dans la mesure où, depuis le début de la journée, on a déjà entendu un certain nombre de ces opportunités et les collègues qui m'ont précédé en ont aussi noté un certain nombre. Donc évidemment, nouvelle possibilité d'articuler l'accompagnement adapté de chaque élève et la consolidation d'un socle partagé de savoir et de connaissances. Des nouveaux outils d'appui, que ce soit pour les enseignants, mais également pour les élèves, que ce soit dans l'évaluation, que ce soit pour des chatbots ou des aides à l'organisation pour les élèves. La mise en œuvre facilitée de méthodes pédagogiques ciblées et un suivi plus fin de la progression des élèves. Le fait de mieux articuler le scolaire et les autres espaces de connaissance et d'apprentissage, donc le scolaire et le non scolaire. Et puis, des outils pour les élèves, pour leurs apprentissages en autonomie, pour une meilleure appropriation des savoirs et compétences et des possibilités d'expérimentation accrues. Ces grandes opportunités s'accompagnent en fait de risques qui impliquent qu'il faut porter une attention accrue à un certain nombre de points. On a déjà évoqué quelques-uns de ces points aujourd'hui. Nous en avons listé 5 domaines dans lesquels la vigilance s'impose particulièrement. Tout d'abord, une vigilance éthique. Je pense par exemple à tous les biais implicites qui peuvent être inclus dans le design en fait, de solutions d'intelligence artificielle. Une vigilance pédagogique, avec le risque de développer un certain formatage, que ce soit des méthodes d'évaluation ou tout simplement des outils qui sont utilisés. Une vigilance technique, avec des risques d'usage non contrôlé, non maîtrisé de données personnelles. Une vigilance sociale, le fait que ces technologies pourraient en fait renforcer des inégalités qui sont déjà existantes, alors qu'on voudrait s'en servir pour justement niveler les inégalités. Également une vigilance économique, faire attention au fait que la puissance publique ne se retrouve pas dépendante vis-à-vis d'opérateurs privés qui se retrouveraient en situation de monopole et donc mettraient l'État en situation de dépendance. Ces réflexions nous ont amené à proposer un certain nombre de principes directeurs et ensuite je détaillerai les propositions concrètes que nous avons faites, mais un certain nombre de principes directeurs pour un usage raisonné de l'intelligence artificielle à l'école. Alors je précise que ce travail a été fait avec l'idée de travailler pour la France, mais je pense qu'il y a un certain nombre de ces propositions qui sont aussi utiles dans d'autres pays. Donc premier principe, envisager l'intelligence artificielle comme un outil et qui viserait à développer les capacités et potentialités d'action des acteurs de l'éducation, les enseignants, les élèves et les étudiants.
qui aurait pour objectif prioritaire le développement des capacités des élèves et des étudiants à besoins spécifiques, avec cette idée que si on commence par travailler sur les élèves et les étudiants à besoins spécifiques, les solutions qui seront développées engloberont en fait tous les élèves. Alors que si on commence à travailler sur tous les élèves, ça demandera un travail supplémentaire en amont pour inclure ensuite ceux qui ont des besoins encore plus spécifiques. Le fait que les solutions d'intelligence artificielle doivent conforter la liberté pédagogique des enseignants, ce qui est le cas en France, et le fait que le développement des solutions d'intelligence artificielle dans l'éducation doit être inscrit dans une réflexion plus large, pas uniquement le développement de solutions techniques, mais une réflexion plus large sur l'avenir de l'école et les finalités de l'enseignement que l'on souhaite la voir atteindre. Que ce soit sur le développement de règles éthiques qui doivent être appropriées et comprises par les ensembles des parties prenantes qui sont impliquées, le fait de réfléchir aux usages, quels doivent être les objectifs de l'enseignement, quel type de compétences, de connaissances est-ce qu'on veut arriver à faire apprendre, et puis le fait, vu les risques, d'utiliser en fait ces outils là où ils apportent un réel plus et où l'apport est significatif. Dernier point qui va reprendre ce qu'a dit un de mes collègues, c'est que ce travail doit être fait de manière participative et progressive. C'est-à-dire que les enseignants doivent être au cœur de cette transformation dès en fait le début et dès le design des solutions qui sont mises en œuvre pour qu'ils puissent mieux se les approprier. C'est donc notre méthode, la méthode de travail qui a été la nôtre, une méthode de co-construction. Et donc les propositions que je vais ensuite vous présenter ont été travaillées en fait non seulement avec les acteurs des ministères concernés, et d'ailleurs je remercie ici Jean-Marc Merriot qui me fait l'amitié d'assister à cette présentation, donc le représentant du ministère de l'Éducation nationale en France avec lequel on a beaucoup travaillé, mais nous avons également travaillé avec d'autres institutions publiques qui sont concernées, comme les centres de recherche. Nous avons travaillé avec les universités et les organismes de formation. Nous avons travaillé avec les représentants des professionnels de l'éducation, des enseignants, mais aussi des parents, par exemple. Nous avons travaillé avec l'écosystème de l'intelligence artificielle et de l'EdTech, c'est-à-dire l'ensemble les représentants des industriels qui travaillent pour développer ces solutions, et puis également avec des acteurs de terrain qui agissent aux côtés des enseignants sur le sujet. Il y a eu plusieurs phases de réflexion en amont et ensuite un colloque qui a été réalisé au Collège de France en présence de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État au handicap, puisque nous avions en tête ces besoins spécifiques. L'ensemble de ces travaux ont abouti à 17 propositions qui sont déclinées suivant 4 grands axes et l'ensemble de ces propositions formant un tout. Alors, je ne vais pas toutes les détailler parce que sinon on n'aurait pas le temps, mais simplement brièvement lister un peu ces axes, ces grands axes d'action à mettre en œuvre. Le premier axe d'action étant de définir une politique précisant les finalités de l'usage de l'intelligence artificielle en éducation et en déterminant les modalités de son développement. Et donc, là-dedans, on va avoir par exemple le fait de lancer des missions pour réfléchir sur l'intelligence artificielle qui vont inclure toutes les parties prenantes du domaine. Encore une fois, des administratifs, mais aussi des acteurs de terrain, des enseignants, des industriels. Et le fait de réfléchir justement aux règles éthiques que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Le deuxième axe d'action, ça va être de mettre en place les conditions d'une diffusion plus large de l'intelligence artificielle en éducation, donc en accélérant le déploiement ciblé de solutions opérationnelles et donc en encourageant le développement de ces nouvelles solutions, en promouvant un écosystème de recherche et d'innovation collaborative, donc en faisant travailler ensemble chercheurs et enseignants et donc industriels, et puis aussi en favorisant le développement de l'offre technique et industrielle. Et ça passe aussi par des appels à projets qui, dans les critères de l'appel à projet, incluent le fait de travailler en co-construction. Le troisième axe,
C'est un axe qui consiste à outiller et accompagner les enseignants et les professionnels de l'éducation et qui va contenir des propositions qui, par exemple, vont aussi soutenir le fait que les enseignants puissent travailler en réseau et partager de pair à pair les solutions que eux mettent en œuvre dans leur classe. Le quatrième axe, c'est celui qui consiste à faciliter le changement institutionnel. Et donc, ça va contenir des propositions comme, par exemple, la mise en place d'un observatoire participatif qui fait encore une fois participer l'ensemble des parties prenantes du domaine pour observer le développement des solutions qui sont mises en œuvre, évidemment les étudier et les évaluer. Et aussi renforcer la capacité stratégique des ministères, notamment par exemple en incluant des recrutements de spécialistes et qui sont extérieurs à l'administration, qui vont apporter leur point de vue, et accroître la participation de la France aux différents programmes internationaux liés au développement de l'intelligence artificielle. Donc, toutes ces propositions, j'ai amené ici le rapport qui fait 80 pages, mais c'est résumé dans ces petits feuillets. Donc, si vous les voulez, j'en ai amené. Je terminerai en précisant que ce travail est évidemment un travail qui a été fait en commun avec l'ensemble de l'équipe. Je mentionnais notamment Florian Forestier, qui dirige le pôle éducation de Le Plus Important, et également Claude Tran, qui est ici au premier rang. Est-ce que tu peux lever la main, s'il te plaît, qui a aussi participé à ce travail et qui est ici, donc si vous voulez lui parler. Et je finirai en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Alors je vais répondre en français. Je pense que ce que j'ai essayé de dire tout au long de ma présentation, c'est que justement, on sait que c'est très difficile de faire changer les pratiques des enseignants. Et c'est pas spécifique à l'Inde. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans beaucoup de pays. Et comme je le disais, l'OCDE, dans son dernier rapport PISA, mentionne qu'il est très difficile de faire changer les pratiques enseignantes. Donc ça, c'est un problème qui est partagé dans énormément de pays. Et donc, une des solutions que nous proposons ici, c'est, et ça a déjà été proposé par mon voisin d'ailleurs, c'est déjà impliquer les enseignants dans la conversation, dans la discussion, dans les processus décisionnels, pour que ce soit des choses qu'ils puissent s'approprier et non pas quelque chose qui leur soit imposé. Ensuite, je vais parler d'un autre exemple, quelque chose d'autre que j'ai fait dans ma vie personnelle. J'ai par exemple monté une association d'enseignants pour favoriser, parce qu'en France c'est relativement peu encore développé, le pair à pair enseignant. Quelque chose qui est proposé par un autre enseignant va être beaucoup plus facilement accepté que quelque chose qui va venir de l'extérieur. Et donc favoriser les échanges de pratiques entre enseignants, donc des groupes en fait qui se font confiance mutuellement, favorise beaucoup la diffusion de pratiques. Sur un exemple très précis, par exemple, la question des classes inversées, des flipped classrooms en anglais. On avait fait une petite étude entre les différents pays. Le développement des classes inversées était jusqu'à 3 fois plus rapide dans les pays où il y avait justement des associations d'enseignants qui favorisaient la diffusion en pair à pair et pas seulement en top-down.